Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Alors, on va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Pour le moment, il manque encore des personnes. En attendant, on peut peut-être commencer par se présenter. Donc, moi, je suis Amandine Renaudot, infirmière en santé au travail sur le secteur de Muret. Et moi, je suis Noémie Père, infirmière en santé au travail aussi sur le secteur de Portée. Sur la partie de droite de votre écran, normalement, vous avez une partie avec le chat où pendant le webinaire, vous pouvez nous poser vos questions. On essaiera d'y répondre soit au fur et à mesure, soit à la fin, on fera un petit point pour voir les questions qui nous ont été posées et essayer d'y répondre au mieux. Allez, on va commencer. Donc aujourd'hui, on va vous parler donc des horaires atypiques. C'est donc Noémie qui va commencer à vous présenter ce webinaire. Alors moi, pour vous expliquer un petit peu l'organisation de ce webinaire, on va commencer par vous donner les quelques définitions, vous parler un peu de la conséquence que ça va avoir sur la santé, et après on vous proposera les recommandations à destination des salariés, mais aussi des encadrants liés à ce risque des horaires atypiques. Alors, on va commencer par quelques définitions. Le but de vous donner un peu une définition, c'est qu'on parle tous de la même chose et qu'on comprenne ce que c'est que les horaires atypiques. On en entend beaucoup parler, on met plein de choses sous ce terme, mais finalement, c'est pas si clair pour tout le monde. Alors, on vous a fait un petit tableau là qui peut reprendre bien ce que c'est les horaires atypiques. Alors, ce qu'on appelle une semaine standard, des horaires, c'est entre 5h et 23h. A contrario, une semaine atypique avec des horaires atypiques, ce sont des horaires qui se déroulent entre 21h et 6h. Les jours travaillés aussi rentrent dans le cadre d'horaires atypiques. Par exemple, les personnes qui travaillent le samedi, le dimanche, les jours fériés. Tout ce qui est amplitude dans la journée. Une amplitude standard, c'est 7-8 heures. Ça peut être, on n'en parle jamais, mais des personnes qui font des petites horaires au-deçà de 5 heures, ou alors des grandes amplitudes, des grosses gardes de plus de 8 heures. La structure de la journée aussi fait partie des horaires atypiques. Effectivement, des horaires plutôt standards, c'est une journée continue avec une pause déjeuner. Les horaires atypiques peuvent être un temps morcelé, par exemple, fragmentés par des coupures de durée variable. Ça, c'est le travail fractionné. Le rythme de travail aussi. Voilà, le standard, c'est 5 jours de travail et 2 jours de repos qui est le week-end. Mais il existe, on le sait bien, des cycles réguliers ou irréguliers. Ça peut être les 3-8 par exemple, les 12 heures, ou alors des cycles complètement irréguliers sur certains secteurs d'activité. Voilà. C'est pour que vous compreniez bien ce que ce sont les horaires atypiques. Dans les horaires atypiques rentre aussi le travail de nuit. Mais par contre, le travail de nuit est précisé par un texte de loi, effectivement. Donc, le travail de nuit, c'est entre 21h et 6h du mat. Mais la loi a légiféré, en fait, il faut effectuer au moins 3 heures de travail pendant ces périodes, au moins 2 fois par semaine, pour que ce soit considéré comme du travail de nuit, ou accomplir 270 heures sur une période de 12 mois consécutifs. Voilà. On voit que le travail de nuit, il y a des gens qui peuvent faire quelques horaires sur des plages horaires de nuit, mais qui ne seront pas considérés travailleurs de nuit. Il faut bien sûr prendre en compte ces horaires atypiques. Voilà, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu, tout n'est pas déclaré en travailleur de nuit, et pourtant on est quand même sur des horaires atypiques qu'il faut prendre en charge sur les risques qui vont avec. Voilà. Juste une petite aparté pour finir sur ça. Par rapport au travail de nuit, par rapport aux visites médicales que vous faites la médecine du travail, la loi, effectivement, statue en fonction d'une surveillance individuelle adaptée pour les gens qui font du travail de nuit, donc qui est
qui est ce que je vous ai dit juste avant par rapport à la loi. Donc, c'est une déclaration de surveillance individuelle adaptée. Ça sera tous les 3 ans pour ces salariés-là. Voilà, ça, c'est une chose à savoir. Allez, maintenant qu'on sait de quoi on parle, on va partir sur les conséquences sur la santé de ces horaires atypiques. Donc, on englobe tout ce que l'on a dit tout à l'heure. Donc, la désynchronisation biologique, tout ce qui est pathologie, les risques cardiovasculaires, les perturbations digestives, rentrent en ligne de compte. Alors, les comportements alimentaires. On en parle parce qu'effectivement, notre organisme est très cadré, on va en reparler plus tard, et effectivement, quand on travaille sur des horaires atypiques ou du travail de nuit, par exemple, nos comportements alimentaires changent, et c'est pour ça aussi que précédemment, on a dit que il y avait des pathologies comme les risques cardiovasculaires, tout ça, puisqu'on s'aperçoit que les comportements alimentaires sont largement modifiés, en quantité, en qualité et en rythme surtout. Voilà. Le sommeil qui est perturbé aussi, forcément, quand on a nos horaires décalés, on n'a pas un rythme fixe de sommeil. Les troubles de l'humeur aussi, donc ça peut être lié à plein de choses, le manque de sommeil par exemple, la perturbation aussi que ça peut avoir sur la vie sociale et familiale, c'était l'item juste après, donc ça joue dessus aussi. Et le dernier item, bien sûr, c'est les addictions par rapport aux consommations qui peuvent être exacerbées, par exemple, je pense au travail de nuit, par exemple, sur la consommation de café, effectivement, ou sur la cigarette, par exemple. Voilà, toutes ces choses-là, ça impacte sur la santé. L'impact dans l'entreprise. Voilà. Qu'est-ce qui peut impacter l'entreprise par rapport à ces horaires atypiques? Alors, déjà, c'est la majoration du risque d'accident de trajet. Effectivement, sur des horaires coupés, par exemple, ça multiplie les trajets par 2, par exemple, ou par 3. Donc, forcément, le risque d'accident de travail est majoré. Sur les horaires atypiques, la fatigue, le travail de nuit, des choses comme ça, on majore le risque d'accident. La baisse de vigilance aussi, qui entraîne une augmentation d'erreurs et du coup, une baisse de qualité de travail. Peu importe le secteur d'activité, ça peut se ressentir, effectivement, un manque de sommeil, des choses comme ça. On a dit les troubles de l'humeur aussi qui peuvent intervenir sur le travail d'équipe, par exemple. Voilà, donc ça, c'est assez important aussi. Le risque augmenté des accidents de travail et des arrêts de travail, donc. Ça, par rapport à tout ce que l'on a dit. L'absentéisme et le turnover, qui a aussi un coût important pour l'entreprise. Et derrière ça, j'entends la formation des personnes. Donc, quand il y a une nouvelle personne dans l'entreprise, on la forme. Quand il y a du turnover, donc ça aussi, ça prend du temps et ça impacte le coût. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous en parle aussi, parce que l'importance de la prévention primaire, c'est vraiment de prendre ces problèmes en amont et de sensibiliser les gens, les salariés, à ces horaires atypiques pour effectivement pas en arriver à ces problématiques de santé et ces problématiques au niveau de l'entreprise. Donc, nous, on a essayé de regrouper quelques recommandations qu'on pouvait faire d'abord aux salariés pour essayer, comme le disait très bien Noémie, de faire une prévention primaire et donc d'éviter un maximum tous les désagréments que ça pourrait avoir. Donc, dans un premier temps, la recommandation, elle va être sur l'alimentation, avec le fait de prendre des repas variés et équilibrés, donc tous les jours, et si possible, à des horaires réguliers. Le faire des collations légères, en cas, par exemple, de poste de matin ou de poste de nuit. Le fait de ne pas sauter de repas et d'essayer de limiter le grignotage. Alors, on sait très bien que dans tout ce qui va être horaire atypique, c'est très compliqué. Mais voilà, plus vous arriverez à mettre en place et plus on limitera les impacts. Le fait d'éviter des consommations excessives d'excitants, tels que le café, le thé, les boissons à base de caféine, d'énergisants, et surtout lors des 5 dernières heures de travail, afin de ne pas perturber le sommeil à venir. Je pense notamment effectivement aux personnes qui travaillent de nuit avant la fin de leur poste. Le fait d'éviter toute boisson excitante, énergisante, permettra d'avoir un meilleur sommeil qui sera beaucoup plus réparateur que s'ils en avaient consommé. Le fait aussi de pratiquer une activité physique régulière. Donc ça, c'est pareil. L'activité physique régulière, elle se pratique, mais pas juste avant de dormir, évidemment, mais après, pourquoi pas. Ensuite, par rapport au sommeil, donc,
par rapport au sommeil, il faut savoir que le sommeil, c'est un état physiologique nécessaire à l'homme pour être en bonne santé. Donc, en moyenne, un homme devrait dormir 8 heures par nuit, soit un tiers de sa journée pour régénérer sa forme physique et mentale. Donc, on peut voir quand même que c'est énorme. Le sommeil, il intervient dans plein de processus, notamment la récupération physique, la croissance, la lutte contre les infections, la récupération au niveau des cellules, hein, donc là, on vous a mis quelques exemples, hein, donc les muscles, la peau, les os, la mémoire et la régulation des émotions. On a tenu à rajouter une petite diapo pour essayer de mieux vous faire comprendre, et encore une fois que ça a un impact différent. Il faut savoir qu'une heure de sommeil perdue par 24 heures, c'est égal à 4 nuits en moins par mois. Donc, c'est énorme. C'est ce qu'on appelle une dette de sommeil. Ça entraîne un risque accidentel qui équivaut à celui de l'alcool, en fait. 18 heures d'éveil, ça correspond en gros à 0,5 grammes par litre de sang. Et 24 heures d'éveil vont correspondre à 1 gramme d'alcoolémie par litre de sang. Il faut savoir qu'en fait, quand toute cette dette de sommeil, si vous venez par exemple à faire une sieste, je dis n'importe quoi, dans l'après-midi qui va durer 15-20 minutes, là votre corps se régénère, donc pas de souci. À partir du moment où vous allez dormir 2, 3, 4, 5 heures dans l'après-midi, c'est qu'il y a un moment ou un autre, votre corps, dans les nuits précédentes, aura manqué de sommeil. Il aura une dette de sommeil qu'il essayera de compenser, et ce qui perturbera complètement votre rythme circadien. Noémie vous en reparlera un petit peu après. Alors justement, moi je vais vous parler de la dette de sommeil. Alors ce tableau, il a l'air un peu indigeste quand on le voit comme ça. Je vais vous l'expliquer un peu pourquoi on vous l'a mis, parce qu'il nous semble important que vous compreniez un petit peu comment calculer une dette de sommeil, parce que c'est vraiment important, comme vous a expliqué Amandine. On s'aperçoit qu'en fait, les gens qui ont des horaires atypiques ou qui travaillent de nuit, par exemple, ont un manque de sommeil fréquent et ça impacte énormément sur la santé. Et je pense que c'est le premier point où il faut les sensibiliser sur ça. Alors, la dette de sommeil, effectivement, normalement, on doit dormir 8 heures par jour, dans le meilleur des cas. Après, on est tous différents, on se connaît, on sait qu'il y a des gros dormeurs qui ont besoin peut-être de 10 heures de sommeil pour être en forme, et d'autres qui ont besoin peut-être de 5, 6, 7 heures de sommeil, un petit peu moins. Ce qui est intéressant, c'est de se rapprocher de ses habitudes de vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui dort que 6h30, même quand il est de repos et il a fait ça toute sa vie, on ne va pas lui dire de dormir 8 heures parce qu'il a des horaires atypiques. Mais voilà, le but, c'est de comprendre. Alors, sur ce tableau, pour calculer la dette de sommeil, là, on vous a mis un exemple tout simple, mais ce que l'on fait, c'est qu'on essaie de recueillir, quand une personne vient dans un entretien, par exemple, on lui pose la question, combien il dort en moyenne quand il est de repos. Souvent, c'est ce qui impacte un petit peu, ce qui est révélateur de ses habitudes de sommeil. Quand il ne met pas de réveil, qu'il est de repos, combien de temps il dort. Donc, c'est ce qu'on vous a mis là sur la case complètement à droite. Donc, on a demandé à ce salarié, il dort 7 heures quand il est la nuit, quand il est de repos. Ce monsieur, il travaille que de nuit, il n'est pas de poste de journée. Donc, on a mis un exemple simple. Il dort que 4 heures quand il est sur un poste de nuit. On lui a demandé s'il faisait la sieste, puisqu'on vous a dit, Amandine, c'est un temps qui se cumule au temps de récupération. Hein, voilà, donc ça, c'est important. Donc, on rajoute les temps de sieste. On voit que quand il est de repos, il fait quand même une petite sieste salariée de 1 heure. Donc, on voit que son temps moyen de sommeil est de 8 heures, en fait, hein, quand il est de repos. Et il est de 6 heures quand il est sur un poste de nuit. On pourrait se dire que le delta, en fait, finalement, là, il est de 2 heures. Mais ça ne se calcule pas comme ça, la dette de sommeil. En fait, la dette de sommeil, c'est le temps de sommeil moyen. Donc, en fait, on ajoute les deux totaux là, sur le poste de nuit et sur le poste de repos. On le divise en 2. S'il y avait un poste de journée, on le diviserait en 3. On trouve le temps moyen de sommeil. Donc, en fait, ce salarié, il a besoin à peu près de 7 heures de sommeil par jour pour être à l'équilibre. La dette de sommeil, elle se calcule donc par rapport à la moyenne, donc les 7 heures, moins le temps de sommeil le plus court. Le temps de sommeil le plus court, on voit qu'il l'effectue quand il est sur le poste de nuit. Et ça donne 1 heure de dette de sommeil. Voilà. Donc, pour ce salarié, par exemple, sur 7 jours de travail, il a perdu 1 nuit entière, en fait, de sommeil.
Donc, c'est là où, en fait, c'est parlant. En une semaine, il perd, vous imaginez, une nuit de sommeil. Donc, c'est pour ça que, voilà, c'est intéressant de pouvoir le calculer. Nous, pendant les entretiens, c'est vrai, quand on voit qu'il y a un gros delta, on essaie de le faire et puis on essaie de sensibiliser les gens. Mais voilà, tout un chacun pour le calculer et réfléchir un petit peu à ça parce que c'est intéressant. Voilà, pour continuer sur le même thème, hein, on vous parle de quelques rythmes circadiens. En fait, qu'est-ce que c'est? Notre organisme, en fait, est très cadré. Les êtres humains, en fait, sont très cadrés par rapport au cycle du soleil, pardon, donc de la journée. C'est pour vous expliquer un petit peu que ces horaires atypiques bouleversent ces rythmes et qu'on peut retrouver effectivement des problématiques de santé liées à ça. On va prendre une journée classique, par exemple. À 7h30 à peu près, il y a une sécrétion de mélatonine, la sécrétion de mélatonine cesse. Pour qu'à 8h30, les mouvements intestinaux commencent. À 14h30, par exemple, il y a une coordination qui est à son meilleur niveau. 15h30, le temps de réaction est à son meilleur niveau. Donc déjà là, on s'aperçoit que, par exemple, quelqu'un qui va travailler de nuit et qui va dormir sur ces périodes-là, on va voir que tous ces cycles circadiens vont être bouleversés forcément. À 17h, la force musculaire et l'efficacité cardiovasculaire est maximale. C'est là où souvent les gens qui travaillent en journée font du sport, font des choses comme ça, des activités physiques. Et les personnes qui travaillent de nuit peuvent, par exemple, dormir à ce moment-là. Donc, il y a un déséquilibre. La température corporelle à son maximal à 19h. À 21h, la production de mélatonine commence pour impacter l'endormissement plus tard. À 2h du matin, le sommeil qui est le plus profond intervient à ce moment-là. Et à 4h30, la température corporelle est minimale. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer que vous comprenez bien que si on travaille sur des horaires décalés, ces cycles vont être décalés. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un rythme assez fixe pour que l'organisme puisse se retrouver dans tous ces cycles et faire son propre cycle, mais pour que ça soit assez cadré. Voilà, si on fait tous les jours un cycle différent, l'organisme ne s'y retrouve plus. Après, n'hésitez pas s'il y a des questions sur ça, parce que c'est vrai que c'est des choses pas très faciles à expliquer et à comprendre. Mais voilà, c'était important de l'aborder. Sur cette slide, alors, qu'est-ce qui est important de comprendre? On vous a fait un petit schéma là. Alors, c'est pareil, c'est un petit compliqué à voir sur le diapo peut-être, je vais vous l'expliquer. Déjà, en termes de repos, la durée légale, elle est de 11 heures consécutives entre 2 jours de travail. Et 24 heures consécutives entre 2 semaines de travail. Voilà, sur les horaires atypiques. Les conseils généraux que nous, on voudrait vous apporter sur ça, c'est d'avoir, on le voit là, à peu près les mêmes types de repas, à peu près aux mêmes heures. Dans un laps de temps de 2 heures, que vous soyez de jour, de nuit ou de repos. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous ai expliqué, là, vous l'avez vu par rapport au rythme circadien, l'organisme est très cadré. Donc, ça veut dire que si, je vous dis n'importe quoi, quelqu'un a l'habitude de manger à 1h de l'après-midi, à 13h, et qu'il saute un repas. On le voit souvent sur ces horaires atypiques, les gens sautent des repas. À partir de 13h, l'organisme il va sécréter des sucs gastriques en disant « Bon, là, je commence à être un peu en alerte, j'ai faim ». Il va sécréter des sucs gastriques pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, l'organisme va se mettre en alerte et il va se dire « Mince, je me mets en alerte, j'arrête de sécréter des sucs gastriques. Par contre, au prochain apport de nourriture, je vais tout stocker. » Il va stocker surtout les graisses, les choses pas forcément diététiques et bon pour la santé. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui saute le repas, par exemple, de midi, il va se dire, bon, je vais me faire plaisir sur le repas du soir parce que finalement, j'ai sauté un repas, je ne vais pas grossir. Au contraire, ça risque de générer des problématiques sur l'autre repas. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de voir un rythme qui vous correspond et d'arriver à le maintenir tous les jours, en fait, peu importe que vous travaillez ou non. Alors après, on peut ajuster, bien sûr, parce qu'on sait qu'il y a des secteurs d'activité dans la réalité qui sont compliqués. Il faut faire au moins pire et arriver à réajuster un petit peu sur la journée ou sur la semaine. Voilà. Et le temps de sommeil, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais je ne reviens pas dessus parce que j'en ai parlé assez longuement sur la dette de sommeil. Voilà, doit se rapprocher de vos habitudes de sommeil. Alors, on peut réajuster sur la semaine, bien sûr, si on a un rendez-vous dans la semaine, on réajuste sur le jour d'après. Mais voilà, il faut essayer que ça soit le plus cohérent pour votre organisme et pour vous, en fait. Tout simplement. Voilà, et sur la répartition alimentaire, c'est ce que je viens de vous dire là. Alors, je fais une toute petite pause parce qu'on a des questions.
Alors la question, du coup, dans l'exemple de votre travailleur qui ne travaille que de nuit, il y a une régularité qui s'instaure, non? Une accoutumance du corps, équilibre qui se crée ou pas? Alors, si je comprends bien votre question, sur la dette de sommeil, là, le salarié qui travaille de nuit, effectivement, quand on travaille que de nuit, on essaie de trouver un rythme, effectivement, de repas et de sommeil. N'empêche qu'il a quand même une dette de sommeil de 1 heure par rapport à ses habitudes, effectivement, de sommeil quand il est de repos. Il est quand même en dette de sommeil. Le corps ne s'accoutume pas à un manque de sommeil, par exemple. Voilà. Il va se mettre en alerte, c'est-à-dire qu'il va tenir pendant un moment, et à un certain moment, alors ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction des gens, il va y avoir une décompensation, et c'est ce qu'on appelle la désynchronisation au travail de nuit. Ça arrive chez des personnes qui ont travaillé 10 ans, 15 ans de nuit et qui n'arrivent plus à travailler de nuit parce qu'ils sont désynchronisés. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et l'autre question, bonjour, vous parliez qu'une heure de dette de sommeil en 24 heures était équivalent à 4 nuits en moins par mois. Donc dans l'exemple, c'est plus d'une nuit dans la semaine. Oui, dans l'exemple, par exemple, c'est tous les 7 jours que je vous ai donné. Tous les 7 jours, il perd 7 heures de sommeil. Donc oui, voilà, à peu près une nuit par mois. Voilà. Pour l'adaptation, alors, par rapport à la question qui avait été posée dans la régularité qui s'instaurait, par rapport à l'adaptation du rythme circadien, le problème, c'est que le rythme circadien, pour quelqu'un qui va travailler de nuit, de toute façon, ne sera pas respecté parce qu'il va alterner entre le jour et la nuit. Donc, de toute façon, on ne pourra pas arriver à une régularité. Alors, bien sûr qu'il y a une adaptation, il y a une adaptation qui se fait effectivement, mais pas en totalité déjà. C'est pour ça qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a des problématiques au niveau des gens qui travaillent de nuit très longtemps dans leur vie. On conseille de ne pas travailler, de faire toute une carrière de nuit, par exemple. Aujourd'hui, on le sait. Et il y a plein d'études qui sont faites sur ça où on n'a pas encore toutes les infos. Il y a une adaptation, mais vous dire qu'il y a une adaptation complète au travail de nuit ou aux horaires atypiques, non. Ça, c'est sûr que non. C'est pour ça qu'il faut essayer de minimiser un maximum l'impact que ça va avoir sur votre santé. Je ne sais pas si tu es d'accord, Amandine, avec ce que... Oui, tout à fait. Oui, c'est carrément ça. C'est ça. C'est d'ailleurs, peut-être que dans l'avenir, on fera un webinaire sur le travail de nuit. Mais oui, effectivement, ça a été prouvé que le travail de nuit avait des impacts à long terme très importants sur la santé, que de toute façon, le corps n'était pas fait pour ça. Donc, comme dit Noémie, l'idée, c'est d'essayer d'impacter le moins possible votre corps aux effets de ce travail de nuit, de ce dérèglement, quoi. Voilà. On reviendra sur les questions s'il y en a d'autres. Ouais. Allez. Donc ensuite, on a voulu continuer en essayant de toujours, par des petits conseils, essayer de voir comment on pouvait préparer le sommeil. C'est tout simplement en se connaissant bien, clairement. Ça va être de s'observer, d'essayer d'identifier son sommeil. Donc, ses habitudes de sommeil. Donc, comme on le disait tout à l'heure, avec ceux qui sont plutôt gros dormeurs, ceux qui sont plutôt petits dormeurs. Ça, c'est assez propre à chacun. Donc c'est vrai que l'idée, c'est d'arriver à bien se connaître. Ça va être aussi d'organiser son temps de sommeil, d'éviter la double journée. Quand vous avez fait, par exemple, on prend l'exemple de la nuit, vous avez travaillé une nuit, il vous faut un temps de repos. Après avoir travaillé une nuit, l'idée, c'est pas d'aller faire les magasins et de se dire que il fait jour et qu'on reprend le rythme normal. Non, ça marche pas. Ça va être aussi de dormir dans l'obscurité pour s'accorder un moment de repos complet. Ça va être aussi de prévenir l'entourage que vous dormez. C'est vous, votre moment de repos, il est pendant la journée. Donc, à ce moment-là, stop, autour de vous, il faut que ce soit respecté. Ça va être aussi de privilégier un environnement qui va être calme et silencieux, donc en éteignant complètement son téléphone. Et ça va être aussi les repos compensateurs. Donc, comme on le disait tout à l'heure, la sieste, qui permet de prévenir ou de pallier à cette dette de sommeil. C'est plus, comme je le disais tout à l'heure, autant elle est très bénéfique sur une courte durée, et autant si elle dure beaucoup plus longtemps. Alors là, je ne parle pas des travailleurs de nuit pour le coup. Elle doit vous permettre une réflexion
à savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce qui fait que je dors autant. C'est qu'à un moment, j'ai manqué de sommeil, donc comment essayer de pallier à ça. Au niveau des encadrants, on a trouvé des recommandations de l'INRS. Pour le coup, c'était permettre aux salariés donc d'anticiper leur planning. Le fait d'anticiper les plannings, ça permet de s'organiser tout simplement, de prévoir des marges de manœuvre pour les échanges d'horaires entre salariés. Ça va être aussi de faciliter l'articulation des temps de travail avec l'exercice des responsabilités familiales et sociales. Alors, on a conscience, c'est pas toujours facile. Ça va être de s'assurer que les horaires de poste de début et de fin sont compatibles avec les horaires de transport en commun. De rendre possible le retour des horaires classiques et d'organiser les temps de pause, surtout pendant le travail de nuit. Voilà. Il faut savoir que l'acceptation en fait des horaires atypiques par le salarié, ça doit vraiment être une priorité, principalement pour les conséquences sociales d'un décalage de rythme de vie. Le médecin du travail, il a aussi son rôle là-dedans, à savoir le suivi de la santé du salarié. Donc, il peut aussi également lui donner des conseils sur l'hygiène de vie. Donc, le médecin ou l'infirmière, bien sûr, pendant les visites des salariés. Ensuite, on va avoir le fait d'être attentif à rompre l'isolement des salariés concernant la monotonie des tâches qui leur sont confiées. En cas de rotation de poste, ça va être aussi de prévoir du temps pour les transmissions d'une équipe à une autre, pas être dans l'expectatif et puis pour le coup avoir le temps de bien poser les choses. Être attentif aux ambiances physiques de travail, telles que la température, la lumière, d'informer les salariés sur les effets du travail en horaire atypique, les conséquences que ça peut avoir, et d'organiser le suivi des indicateurs concernant la santé des travailleurs et l'ambiance du travail et de l'absentéisme. Donc voilà, c'est pour essayer de résumer un peu tout ça. Les horaires atypiques, ça existe, on en fait, le corps s'adapte. Mais il s'adapte sous certaines conditions, si je peux dire, et surtout dans certaines limites. Il faut vraiment se connaître, essayer de tout mettre en place. Alors là, pour le coup, autant en tant que salarié qu'en tant qu'encadrant, pour permettre de vivre au mieux et d'éviter le moins d'impact possible de ces horaires décalés, atypiques. Alors, je vois qu'on a des questions. Alors, juste pour rebondir effectivement sur la question là, une dame qui nous demande effectivement pour son entreprise quels sont les conseils particuliers. Alors, il faut savoir que les conseils par rapport au quoi faire, parce que c'est la question, on travaille régulièrement sur le même rythme, sur les mêmes horaires de travail, sur le même roulement ou alterner. Après, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a l'activité aussi. Quelle est l'activité? Est-ce que ça demande de l'attention ou pas? Est-ce que c'est un travail posté? Ça, je pense que sur des questions précises comme ça, c'est intéressant de revenir vers votre équipe et votre médecin du travail qui va pouvoir aussi vous orienter et vous donner des réponses par rapport à ça. Parce que là, sans connaître votre entreprise, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Annie, mais c'est compliqué. Oui, dire. Après, ce qui est conseillé, c'est effectivement, c'est de minimiser le travail de nuit, c'est-à-dire d'éviter de faire que du travail de nuit, ça c'est sûr. Après, voilà, il peut y avoir plein de choses. Il va y avoir la chaleur. Là, on parle de la canicule bientôt. Il va y avoir la chaleur aussi, où forcément les horaires vont être décalés, où il va y avoir des rythmes différents. Donc, il y a aussi des alternatives dans l'année, par exemple, qui impactent sur ces horaires atypiques et qui pourtant sont nécessaires pour pallier à certaines choses. Donc, c'est vrai que je suis désolée de taper en touche là, mais je ne pourrais pas répondre exactement à la question parce qu'il faut prendre tout l'ensemble, en fait, au niveau de l'entreprise. Voilà. Mais après, effectivement, le mieux, c'est d'avoir un rythme. C'est-à-dire que c'est très difficile quand on a des salariés qui ont des entreprises, qui ont, par exemple, les emplois du temps à la semaine ou à la quinzaine, où effectivement, ils font un jour un matin, le lendemain la nuit, après de l'après-midi, après du soir, après du matin. Ça, c'est compliqué, effectivement. Comme elle disait Amandine, ils ne peuvent pas anticiper leur emploi du temps, ni leur rythme de travail, du coup. Et c'est vrai que c'est compliqué pour eux d'avoir un rythme, quoi. Voilà.
Est-il possible de recevoir le PowerPoint après la présentation? Alors, le PowerPoint, on ne l'envoie pas forcément parce qu'effectivement, vous avez remarqué, il n'y a pas grand-chose. Nous, ce que l'on vous donne, c'est plutôt à l'oral sur les explications. Après, si vous avez des questions, hein, comme je vous disais, n'hésitez pas à revenir vers vos équipes. Ils peuvent être source aussi de documentation, de plein de choses pour vous aider effectivement dans l'accompagnement spécifique de votre entreprise et de vos horaires atypiques. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Et après, je crois qu'il y avait une autre question, Amandine, peut-être. Ce que j'étais en train de voir, mais je sais toujours par rapport à tout à l'heure, en fait, par rapport à l'exclamation et à l'exemple que tu avais donné, tu sais, sur la dette de sommeil, les 1 heure et l'équivalent en 4 nuits par mois. Je comprends. Oui, c'est la même chose, du coup. Ouais. Vous voulez on y revient 2 secondes, si vous voulez, sur la... Alors, attendez que je... Sur la dette, ouais, remets-la. Ouais, je reviens dessus, comme ça. Peut-être que ça sera plus simple. Alors, je suis désolée, hein, ça arrive. Alors, que je reprenne toute la question. Là, en fait, on ne peut pas détailler le calcul de la dette de sommeil. En fait, c'est ce qui est compliqué pour vous parce que là, on est parti directement 1 heure de sommeil perdu par 24 heures, 4 nuits en moins par mois. Mais effectivement, on ne sait pas ce salarié, combien il dort quand il est de journée, de nuit, on n'a rien détaillé en fait. Ça, c'était pour vous accrocher en fait. C'est un exemple basique. Après, sur l'exemple là du tableau de la dette de sommeil, c'était pour vous expliquer comment on calculait ces nombres d'heures perdues en fait voilà, comment on calculait ces heures perdues de sommeil en fait. C'était pour que vous compreniez que c'était pas juste le delta qu'il y avait entre vos habitudes et le fait qu'on dorme moins dans la journée. Voilà. C'est juste ça en fait. Voilà, je crois que vous avez compris. Je suis désolée, c'est vraiment, vous avez bien fait de poser la question, c'est vraiment des choses pas faciles à expliquer, surtout un webinaire quand on n'est pas en face à face. Mais voilà, c'est important de le comprendre et d'identifier parce que je pense que sur les webinaires, on a beaucoup d'encadrants ou voilà. C'est important de pouvoir le véhiculer ça à vos salariés aussi et de leur expliquer un petit peu tout ça. Voilà. Après, vous pouvez le retrouver sur l'INRS, il y a pas mal d'informations sur les horaires atypiques, sur le travail de nuit. Et puis après, voilà, comme je vous disais, revenez vers vos équipes aussi, ils peuvent être source de documentation. N'hésitez pas en tout cas, si après vous avez encore des questions ou quoi, on va couper le webinaire, mais on reste disponible. Donc, on peut continuer à répondre à vos questions, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Bonne fin de journée, merci pour votre attention. Merci à vous. Au revoir.